maintenant. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, l'exercice est compliqué parce que vous nous parlez d'un personnage que nous détestons tous, qui est Adolf Hitler. Il avait les dents qui grincent aussi, mais pas uniquement. Il avait un dossier médical assez lourd. Oui, en fait, ce qui m'a donné l'idée, d'abord, c'est une promesse que j'avais faite. Vous vous souvenez que j'avais déjà évoqué la crypto-orchidie des dictateurs Franco et Hitler. Et puis, c'est aussi la réédition de Mein Kampf. Et du coup, je me suis plongée dans le chapitre que François Kersaudy consacre à la santé d'Hitler dans les secrets du Troisième Reich. Et savez-vous qu'on y apprend que déjà, dans sa propre fratrie, Hitler était un survivant. Avant lui, 3 autres enfants sont morts et son frère cadet mourra, lui, à l'âge de 6 ans. Vous vous rendez compte de ce coup du destin? Il y a donc 5 enfants, il y en a un seul qui survit et c'est celui-là. Et c'est à partir de 1929 qu'il commence à souffrir de ce qui va le suivre absolument toute sa vie de façon chronique, c'est-à-dire des violentes douleurs abdominales pour lesquelles il se met, tenez-vous bien, à consommer du néoblastol. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est quoi le néoblastol? Eh bien, figurez-vous que c'est un médicament qui sert à graisser les culasses de fusil. Hein. Je me demande d'ailleurs si on ne pourrait pas faire cuire des frites dans du néoblastol. Si ça se trouve, on peut, c'est de la graisse. Hein. Bon. Mais le problème, c'est que ça a d'énormes effets secondaires, des migraines, des acouphènes, des vertiges. Mais c'est pas un médicament. C'est un produit. C'est un produit. Et lui, il le prenait comme médicament. Il le prenait comme médicament. Le problème, c'est que si Hitler a des problèmes gastriques, c'est parce qu'il mange n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Il mange à toute allure, quasiment couché sur son assiette. Et comme il a des dents dans un état lamentable, il avale plus qu'il ne mâche. Alors, vous voyez, cet homme-là, après 33, c'est-à-dire il vient d'arriver au pouvoir, il a toute la journée, il souffre de gastrite, d'œdème, il a de l'eczéma aux jambes, il a des acouphènes et il se soigne tout seul n'importe comment. Et puis comme il devient complètement végétarien, déjà il avait des problèmes gastriques, il a de redoutables flatulences. Hein, bon. Alors en 36, c'est un dermatologue qui est plus ou moins un charlatan qui va changer la donne. Il s'appelle Théodore Morel. Alors Théodore Morel prescrit. Alors là, ça va y aller, du Mutaflore pour reconstituer sa flore intestinale, couplé avec des injections de vitamines, d'hormones, de dextrose, d'extrait de foie de bœuf et de testicules de taureau. Bon, alors on le pique à ça régulièrement. Là, les spasmes se calment, les œdèmes aux jambes disparaissent, donc Hitler est persuadé qu'il a trouvé l'homme de la situation et il prend ce charlatan Théodore Morel comme médecin personnel. Mais 1 an plus tard, ça repart de plus belle. Alors on lui donne des stimulants à longueur de journée, il en réclame sans cesse pour tenir le coup. Il lui faut des stimulants pour se réveiller, il lui faut des sédatifs pour le faire dormir. Et comme il se couche rarement avant 5 heures du matin, qu'il mène une vie très malsaine, il est rivé à ses cartes, il fait aucun exercice physique, fin 42, sa main commence à trembler à 53 ans. C'est un vieil homme fatigué et puis un patient très difficile qui refuse les examens cliniques et les radios. Et dans son journal, le docteur Morel écrit « Injection wie immer », ce qui signifie « injection comme toujours ». Au total, dans les notes de Morel, on comptera pas moins de 800 injections sur la période 41-45 de tous ces produits. Donc anémie, épuisement, artériosclérose, spasme, insomnie. Voilà, pour tous ces maux, le seul remède, ce serait le repos complet, évidemment, qu'Hitler ne peut se permettre. Et en 44, quand il arrive à Berchtesgaden, Eva Braun est effarée. Il marche voûté, il a des cernes épouvantables, ses cheveux grisonnent, il a des saignements dans l'œil droit, ce qui fait qu'il a un voile devant cet œil. Il a besoin d'une loupe, il a une démarche traînante. Et alors là, il y a une grande discussion entre médecins, parce que pour les uns, ce sont les signes de la maladie de Parkinson, et pour les autres, ce sont les symptômes du stade tertiaire de la syphilis. Et Hitler évoque la syphilis dans Mein Kampf, il le qualifie de maladie juive. Alors certains commentateurs expliquent que il avait attrapé la syphilis et que c'était une des raisons de son antisémitisme. Il considérait que c'était la maladie juive et que naturellement c'est à cause des juifs qu'il avait la syphilis. Songez qu'il aura pris jusqu'à 90 médicaments par jour, 90 médicaments par jour, administrés 8 années durant. On a du mal à le plaindre. Oui, c'est bizarre, on a beau savoir tout ça. On ne plaint pas, on se dit que l'Allemagne... On aurait dû en finir avec lui plus tôt. C'est la vitalité de cet homme quand même, parce que vraiment, donc pendant toutes ces années, l'Allemagne nazie était dirigée par un psychopathe et un très grand malade. Mais les historiens, il y a des historiens allemands qui effectivement supportent très mal qu'on parle de ça en disant, écoutez, faut pas envisager
envisager ça comme un facteur explicatif majeur de cette histoire. Ça nous éclaire sur l'état de cet homme, bien sûr, sans expliquer quoi que ce soit. On comprend que cet homme n'allait... Alors là, oui, pour le coup, il n'avait pas du tout la patate. Alors reste une question, la seule question importante dans cette histoire, c'est en effet de vérifier auprès d'Olivier Pouls si on pouvait faire cuire des patates dans le néoblastol. Mais ça, on lui beaucoup. demandera. Merci beaucoup, Clémentine. J'en profite pour dire que chez Fayard, ce n'est pas Mein Kampf qu'on réédite, c'est une édition commentée, une édition critique qui s'appelle Historiser le mal, avec une explication, les historiens qui expliquent évidemment sa démarche, qui remettent dans le contexte. Et évidemment, tous les droits iront à la fondation Auschwitz-Birkenau, chargée de la conservation du site du camp de concentration et d'extermination. C'est important de le préciser, effectivement. Merci Stéphane. Eh bien, écoutez,